23 août 2001. L'aéroport international de Toronto fonctionne à plein régime. Air Transat, une compagnie de charter, est rapidement devenue l'une des principales compagnies aériennes du Canada. Nous sommes en plein été et il règne une ambiance de vacances. Le vol 236 d'Air Transat à destination de Lisbonne est rempli de Canadiens allant en Europe et de travailleurs portugais regagnant leur patrie. Aux commandes de l'avion, un Airbus A330 biréacteur, se trouve Dirk de Jager, jeune copilote, et le commandant Robert Pichet, pilote expérimenté. Le commandant Robert Pichet est un personnage qui sort de l'ordinaire. Du moment où il a eu ses ailes, il a volé avec des pilotes très expérimentés. Il a appris à voler au nord de la province du Québec, où les conditions sont parfois très dures. Le poste de pilotage de l'A330 est ultramoderne. Une série d'ordinateurs reliés à plus de 100 capteurs surveille constamment le fonctionnement de l'avion. Ce film met en évidence les problèmes qui peuvent survenir lorsque les ordinateurs de bord donnent des indications inhabituelles dont le commandant de bord se met à douter. Ce soir-là, les ordinateurs contribuent à un décollage parfait du vol A236. Transat 236, suivez l'A320 d'Air Canada. Tournez à gauche sur Roméo et maintenez avant piste 2, 4 droite. Bien reçu, suivons l'A320 d'Air Canada. Tournons à gauche sur Roméo et maintenons avant piste 2, 4 droite. Le vol A236 a 306 personnes à bord, dont 13 membres d'équipage. Transat 236, autorisé à décoller. 240 à 8, autorisé à décoller sur 2-4 droite. Transat 236. À 20h10, l'Airbus A330, transportant plus de 47 tonnes de carburant, quitte Toronto pour Lisbonne. V1, rotation. Les prévisions météorologiques pour la traversée de l'Atlantique sont bonnes. Tout se passe à merveille dans le poste de pilotage, si ce n'est une petite correction de route. Pour éviter les encombrements, les contrôleurs du trafic aérien dirigent le vol 60 000 au sud de sa route initiale. Une légère modification, mais qui va jouer un rôle crucial par la suite. Les passagers s'installent pour leur longue traversée. Tout avait l'air normal. De fait, j'avais déjà voyagé sur Air Transat et je n'avais pas trouvé ça très bien. Mais là, j'étais surprise par la qualité du vol. Il était parti à l'heure, l'avion était plus récent et c'était bien mieux que ce quoi nous imaginions. Nous approchons du point de report. Pendant la traversée, l'équipage compare toutes les demi-heures sa position et sa consommation de carburant avec le plan de vol. 11 tonnes 2 à droite. 11 tonnes 2 à gauche. En dépit du système informatique, certaines procédures, telles que la vérification du carburant à bord, doivent encore être effectuées manuellement. En comparant la quantité de carburant dans les réservoirs avec la quantité présente au décollage, les pilotes peuvent surveiller la consommation de kérosène. Vérification effectuée, niveau normal. Parfait. Pendant les 5 premières heures de vol, tout se passe comme d'habitude. L'équipage de l'avion, Air Transat, et les personnes ayant enquêté sur l'accident ont tous refusé de répondre à nos questions concernant les événements qui ont suivi. Ce film s'appuie sur les informations connues relatives aux procédures d'urgence en vol et les avis de spécialistes pour reconstituer les événements vécus par le vol 236. Regarde, un signal d'alarme. La température de l'huile a baissé et la pression est montée sur le numéro 2. Ce signal est la première étape de la crise. La pression d'huile est dans la normale sur le numéro 1 et légèrement trop élevée sur le numéro 2. Les écrans indiquent que la température de l'huile est basse dans le réacteur numéro 2, mais sa pression est élevée, ce qui est une indication tout à fait inhabituelle. Les pilotes ne savent que penser. Je ne vois rien ici.
Je vais regarder dans le manuel constructeur. Le signal d'une basse température de l'huile indique généralement un mauvais fonctionnement des capteurs. Normalement, la température de l'huile ne chute pas, elle augmente. Une basse température de l'huile n'aurait pas de rapport. La pression élevée de l'huile est une indication très étrange. Ça ne se produit jamais. Je n'en ai jamais entendu parler. Cela signifie uniquement que l'huile a été souillée par le carburant. Ce n'est pas une chose que l'on trouve dans les manuels. Appelle la compagnie. L'équipage contacte le service de maintenance d'Air Transat à Montréal. Transat 236 à Mirabel. Mirabel à Transat 236, bonjour. Nous avons un petit problème. Les cams indiquent une basse température et une haute pression de l'huile dans le réacteur numéro 2. Il n'y a rien dans QRH ni dans le manuel constructeur. Pouvez-vous nous aider? L'équipe au sol n'a pas de solution dans l'immédiat. Les pilotes doivent se débrouiller seuls. Ils leur ont peut-être donné quelques conseils de dépannage pour les aider. Mais en définitive, les pilotes sont livrés à eux-mêmes là-haut. Ils peuvent demander l'avis de personnes qui sont à 2500 milles de distance, mais ce ne sont pas elles qui vont régler le problème. Nous vous conseillons de surveiller les niveaux d'huile pour voir ce qui va se passer. Mais les indications sont tellement inhabituelles que les pilotes estiment qu'il s'agit d'une erreur d'ordinateur. Ils continuent à surveiller les niveaux d'huile. Le vol 236 d'Air Transat poursuit sa route. Puis, 20 minutes plus tard, un nouveau signal d'alarme s'allume. Déséquilibre du carburant. J'avais encore jamais vu ça. Suis tous les mouvements de l'ECAM. J'ai le contrôle du trafic aérien. Dans l'Airbus A330, la plus grande partie du carburant est contenue dans de grands réservoirs situés dans les ailes. L'ordinateur a détecté un niveau de carburant beaucoup moins important dans le réservoir de droite que dans celui de gauche. L'équipage consulte le manuel d'instruction en vol de l'Airbus qui recommande de transférer du carburant par l'intermédiaire d'une vanne d'intercommunication. Le carburant va alors passer d'un réservoir dans l'autre. Mais avant d'ouvrir la vanne d'intercommunication, les pilotes doivent s'assurer que le déséquilibre de carburant n'est pas causé par un problème plus grave, tel qu'une fuite de kérosène. La dernière vérification du carburant a été effectuée il y a juste un quart d'heure et tout allait bien. Il n'y avait aucune fuite de kérosène. Vas-y. Vanne d'intercommunication ouverte. Ouverte. Une fois la procédure d'intercommunication destinée à rétablir le déséquilibre du carburant entamée, le processus commence rapidement. En d'autres termes, la situation ne doit pas empirer. Elle va se stabiliser immédiatement et ensuite se rectifier. Mais la situation ne se rectifie pas. Les pilotes ignorent qu'il y a une grosse fuite de carburant dans le réacteur numéro 2 situé sur la droite de l'avion. Le vol 236 se trouve au milieu de l'Atlantique, à près de 300 km de la Terre la plus proche. À 39 000 pieds d'altitude et à près de 300 km de la Terre, le vol 236 d'Air Transat a des problèmes. Les pilotes ignorent que le réacteur de droite a une fuite. Le système électronique de l'avion leur a lancé une série d'avertissements. Mais le pilote pense qu'il s'agit d'erreurs d'ordinateur. T'as déjà vu un truc pareil? Non. Jamais. Ça n'a aucun sens. Même s'il y avait une fuite, ça n'explique pas les signaux d'alarme du circuit d'huile. Tout était parfait lors de la dernière vérification à 30 Ouest. Je te parie que c'est un problème d'ordinateur. La recherche d'une fuite de kérosène est rendue difficile par le design du système de l'Airbus. Le système contrôle des centaines de capteurs.
Ils peuvent être affectés par de petites choses banales. Un peu de gel ou de glace sur un capteur peut entraîner des données erronées. Il n'existe aucun signal d'alarme indiquant que le niveau de kérosène descend plus rapidement que les moteurs n'en consomment. Les pilotes n'ont donc aucune information immédiate quant à une éventuelle fuite de carburant. Le niveau ne remonte pas dans le réacteur de droite. Vérifie la quantité de carburant. Il y en a très peu. Lorsque le copilote effectue les calculs, il réalise qu'il se passe un problème grave. Il y a beaucoup moins de carburant qu'il ne devrait, on dirait une fuite. Vérifie encore. De Jaeger découvre une différence inquiétante. Selon les jauges, les réservoirs de droite ont un niveau très inférieur à celui annoncé par le plan de vol. Il n'y a pratiquement rien dans les autres. Le réservoir d'équilibrage? Il est vide lui aussi. Oui, Ici le copilote. Pouvez-vous venir dans le cockpit? je viens. Bien que le commandant Pichet persiste à penser qu'il s'agit d'un problème d'ordinateur, il demande néanmoins une vérification visuelle pour voir s'il pourrait s'agir d'une fuite. Commandant? Pouvez-vous prendre des lampes électriques, carénez-vous, et aller au hublot. Regardez si vous voyez une traînée derrière les ailes, une sorte de brume ou de jet, et venez me le signaler. Bien. Dirk, refais une vérification complète du carburant. En plein jour, le carburant s'écoulant à l'arrière de l'aile aurait été clairement visible. Mais en pleine nuit, même avec une lampe électrique, le kérosène qui s'échappe du moteur est impossible à voir. L'équipage a dû finir par se rendre compte que la situation ne s'améliorait pas et que les conditions s'aggravaient. Je pense qu'ils ont dû discuter entre eux pour décider de ce qu'ils allaient faire. Si l'ordinateur est exact, la quantité de carburant restante ne permet pas à l'Airbus d'atteindre Lisbonne. Le commandant Pichet est obligé de dérouter le vol. On doit se dérouter. Demande quel est l'aérodrome le plus proche. Transat 236 à contrôle de Santa Maria. Quel est l'aérodrome le plus proche? Nous risquons un problème de carburant. La piste d'atterrissage la plus proche se trouve à 300 km. Mais le carburant restant permet sans doute d'atteindre la base militaire de l'AGES, située sur la petite île de Terceira dans les Açores. Contrôle de Santa Maria à Transat 236. Passé du niveau de vol 230 à 390. Seuil de piste à 350 000. Demandez-vous une procédure d'urgence? Santa Maria, patientez. Pas encore. Ça doit être l'ordinateur. Transat 236 à Santa Maria. Pas de demande d'assistance pour l'instant. Le vol de 136 poursuit son vol vers le sud pendant encore 25 minutes. Tout a l'air normal dans la cabine. Mais dans le cockpit, les indications concernant le kérosène sont de pire en pire. C'est l'ordinateur. J'ai vérifié, les réservoirs d'équilibrage et du centre n'ont rien. Et les jauges indiquent... Les jauges de carburant indiquent que l'avion consomme du kérosène beaucoup plus rapidement qu'il ne le devrait. Qu'il ait confiance ou non dans les jauges, le commandant n'a pas le choix, il doit alerter les contrôleurs aériens. Nous devons déclarer une panne de kérosène. Transat 236 à Santa Maria. Contrôle de Santa Maria à Transat 236. À vous? Transat 236, nous déclarons une panne de kérosène.
J'espère vraiment que c'est un problème d'ordinateur, parce que si on atterrit aux Açores avec un avion à moitié plein de carburant, on va les entendre. Mais à 6h13 du matin, moins d'une heure après le premier signal d'alarme, la gravité de la situation s'impose. Le moteur de droite, à court de carburant, s'arrête. Nous avons perdu le réacteur numéro 2, incroyable. Poussée maximale sur le numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Les lumières se sont mises à clignoter. Ça m'a paru bizarre. Avec un seul réacteur, l'avion ne peut pas voler à 39 000 pieds. Il faut entamer une descente rapide. Essaye de transférer le carburant du réservoir central et du réservoir d'équilibrage. Transfert, le niveau de carburant est pratiquement nul. Impossible. On va pas se retrouver à sec sur ce satané avion. Impossible de rester à 39 000 pieds avec un seul moteur. On va descendre à 33 000 pour contrôler la vitesse. 236 à tour de contrôle de l'AGES. Nous avons perdu un réacteur. Bien reçu, Transat 236. Nous vous avons sur le radar primaire. Vous êtes à 135 000 nautiques du terrain de l'AGES. Nous sommes à 135 000 nautiques du terrain de l'AGES. Pendant les 10 minutes suivantes, l'Airbus continue à voler avec un seul moteur. Les pilotes persistent à penser que l'ordinateur est peut-être défectueux et qu'ils peuvent atteindre l'AGES avec un reste de carburant. Ça ira? La jauge de kérosène descend en flèche. Elle est presque à zéro. Mais 15 minutes après que le moteur de droite se soit éteint, et avec encore 157 km à parcourir, le réacteur de gauche commence à faiblir. Nous perdons le numéro 1. Mayday, Mayday, Mayday. Nous avons perdu les deux moteurs par manque de kérosène. Nous planons. L'un des avions de ligne les plus sophistiqués de notre époque, avec 306 personnes à bord, n'est plus qu'un gigantesque planeur descendant régulièrement vers l'océan. S'il vous plaît, quelqu'un peut venir? On aurait pu entendre voler une mouche. On n'entendait plus aucun bruit dans cet avion, dans la cabine. Beaucoup de gens priaient. Ils appelaient Dieu. Liste des fonctions perdues. Plus de stabilisateurs, plus d'hydraulique bleu et jaune, plus d'ADR, plus de dispositifs antidérapage, plus d'inverseurs, de compensateurs de direction, de radio HF 1 et 2. La perte des deux réacteurs coupe le circuit électrique. Lorsque les moteurs ne fonctionnent pas, le générateur ne fonctionne pas. Il n'y a donc plus d'alimentation dans l'avion. Il y a un petit appareil appelé Ram Air Turbine. C'est une petite hélice qui se déploie sous le fuselage à côté du carénage de l'aile et que le vent fait tourner. Cette petite hélice alimente des circuits électriques et hydrauliques restreints, permettant de diriger l'avion. En d'autres termes, c'est un planeur, mais au moins un planeur contrôlable. Calcule jusqu'où on peut aller en utilisant notre angle de planer. Nous sommes à 30 000 pieds. En chutant de 2000 pieds à la minute, on peut encore tenir 14 ou 15 minutes. Je ne veux pas mourir pendant notre lune de miel. J'essayais de la calmer, de lui dire que tout allait bien se passer. C'est terrible d'essayer de se calmer quand on est confronté à sa propre mort. Sans propulsion, l'avion perd 1000 pieds d'altitude tous les 5 km. Ils peuvent atteindre les Açores, mais si le pilote fait la moindre erreur,
Ils peuvent être forcés de se poser sur l'eau. Il faut faire un amérissage forcé. Le vol 236 d'Air Transat continue de planer au-dessus de l'Atlantique. Bien que les calculs prouvent que l'avion peut atteindre la Gesse, le commandant Pichet doit suivre la procédure d'urgence prévue pour un avion de ligne au-dessus de l'eau. Préparez la cabine. Bien. La cabine se dépressurise peu à peu. Nous devons mettre nos masques à oxygène. L'absence de puissance va bientôt entraîner une dépressurisation de la cabine. Nous nous préparons à amérir. Veuillez enfiler vos gilets de sauvetage. Pendant 2 minutes, j'ai vu les hôtesses courir dans les allées en portant des gilets de sauvetage. C'était manifestement un signe de panique. Je me suis tout de suite demandé ce qui allait arriver. Vous devez l'attacher ici. Nous ne savions que penser. Mais les gens ont commencé à paniquer quand on leur a dit de mettre leur gilet de sauvetage. Non, calmez-la, s'il vous plaît. Mon meilleur ami s'est mis à parler à son père. Il était mort 3 ans plus tôt, mais il lui parlait car il était persuadé qu'il allait le rejoindre. Faire amérir un énorme avion de ligne est terriblement risqué. Si l'Airbus A330 doit amérir de force, les chances de survie sont minimes. Je ne pense pas que ces avions puissent être de bons bateaux. Avec des avions de ce genre ayant la queue vers le bas, la première chose qui frappe l'eau, c'est la queue. Elle sera sans doute arrachée et le fuselage va certainement s'ouvrir à cet endroit-là. En 1996, un Boeing 767 s'est retrouvé à court de carburant sur la côte orientale de l'Afrique. Ces derniers instants, qui ont été filmés par un vidéaste amateur, nous montrent ce qui se produit lorsqu'un avion de ligne tente d'amérir. Sur les 175 personnes qui étaient à bord de l'avion d'Ethiopian Airways, seuls 50 ont survécu. Les chances de survivre à un amérissage et de flotter pendant un moment sont minimes. Si le vol 236 d'Air Transat doit effectuer une manœuvre semblable, l'issue risque fort d'être aussi dramatique. Alors qu'il leur reste encore 100 km à parcourir avant d'atteindre les Açores, les pilotes doivent effectuer une longue et difficile manœuvre. Ils doivent faire planer l'avion pendant encore plus de 15 minutes pour atteindre la piste d'atterrissage. Transat 236 à Tour de la Gesse. Ici, Tour de la Gesse, Transat 236. Nous avez-vous sur votre radar? Transat 236. Vous êtes sur notre radar primaire, confirmé. Vous êtes à 80 000 nautiques, votre cap est bon. Transat 236 à Tour de la Gesse. Nous essayons d'atteindre la piste. Donnez-nous le cap de la piste et sa longueur. Tour de la Gesse à Transat 236, piste 33. La piste fait 3 km 3. Aéroport droit devant sur votre cap. Prévenez-nous quand vous l'aurez en vue. Transat 236, pas d'aéroport en vue. Nous vous informerons aussitôt. Alors que les minutes s'égrènent, l'attente est insupportable pour les passagers. Ça y est, c'est fini. Je vais mourir dans 5 ou 10 minutes. Je devais me faire à l'idée que j'allais certainement mourir. Dans ces moments-là, on accepte beaucoup plus facilement que l'on aurait pu l'imaginer. C'est épouvantable de penser que l'on va mourir, ce dont j'étais persuadé. C'est pire que de mourir. Si je dois mourir, tuez-moi tout de suite, prenez un revolver et tirez. Ou alors que cet avion plonge immédiatement au fond de l'océan et que l'on meurt sur le champ.
Au sol, les services de secours se préparent pour l'atterrissage en catastrophe d'un avion de ligne rempli de passagers. Avec encore 20 km à parcourir, l'équipage se prépare maintenant à exécuter la phase la plus dangereuse de la manœuvre, poser l'avion en un seul morceau sur la piste. Transat 236, à quelle distance se trouve le seuil et quelles sont les conditions météo? Bien reçu, vol 236. Vous êtes à 8000 nautiques selon le radar primaire. Votre vitesse est de 280 nœuds d'après nos indications. Visibilité illimitée. Vous devez avoir l'aéroport en vue. Négatif, tour de la Gesse. Pour l'instant, nous ne voyons pas la piste. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Sans moteur, le pilote doit réussir son atterrissage du premier coup. S'il rate ou dépasse la piste, les résultats seront catastrophiques. Je l'ai. Là, sur la droite. Vitesse minimale 140 nœuds. Vitesse maximale pour la sortie du train d'atterrissage 200 nœuds. Je sortirai le train qu'au dernier moment, d'accord? D'accord. L'équipage lutte pour perdre de l'altitude et de la vitesse pour pouvoir atterrir. Bien reçu, la Gesse. 6000 nautiques. Ouvrons les becs de bord d'attaque. Ça va nous ralentir un peu. Bec ouvert et verrouillé. Au moment où ils approchent de la piste, leur vitesse augmente dangereusement. S'ils sont trop rapides, l'avion sortira de la piste d'atterrissage. Je sors le train? Attends. La vitesse passe au-dessous de 200. Bien, je stabilise la vitesse. Donne-moi une vitesse d'atterrissage. Pas de réacteur, pas de volet. Vitesse idéale d'approche 170 nœuds. Nous allons trop vite. Oui. Mais la piste est longue. Le commandant Pichet exécute une série de manœuvres délicates pour ralentir l'avion avant l'atterrissage. L'avion était presque à 45 degrés. J'ai pensé qu'on allait se retourner et piquer du nez. L'avion tournait autour de l'île pour ralentir. Alors on voyait l'île et puis l'eau. Et puis en voyant l'eau à nouveau, j'ai pensé que nous n'avions plus aucune chance de nous en sortir. La piste est longue, d'accord. Mais au bout de la piste, il y a une falaise de 120 mètres. Si on ne s'arrêtait pas au bout, c'était foutu, on était mort. Les pilotes placent le gigantesque Airbus dans l'axe pour l'approche finale. Train d'atterrissage sorti et verrouillé. 3 vertes. Pas de volet. Uniquement le frein d'urgence. Pas d'aérofrein, pas d'inverseur de poussée. 4000 pieds, 195 nœuds. « 3000 pieds, 197 nœuds. 2000 pieds, 200 nœuds. Alerte la cabine. 1 minute avant l'atterrissage. Tiens bon. Vitesse verticale 3000 pieds. Nous allons trop vite. La vitesse augmente. 203 nœuds. C'est beaucoup trop. 1000 pieds. 201 nœuds. Je vais essayer de lever le nez. On arrive trop vite. Même si les pilotes arrivent à poser l'avion sur la piste, les problèmes ne seront pas terminés.
Sans les réacteurs, les procédures habituelles pour s'arrêter sont sérieusement réduites. Le danger est loin d'être surmonté. Les pilotes doivent poser l'avion sans les gaz et le stopper comme ils peuvent. Vous allez devoir tenir bon. L'atterrissage est très dur. Les pneus ont éclaté! Le commandant Pichet essaie d'empêcher le nez de se redresser. Après avoir éclaté 8 pneus, l'avion finit par s'arrêter au milieu de la piste. On est sauvés! On y est arrivé! Allez, tout le monde sort de l'avion! Allez, allez! Je t'avais dit qu'on y arriverait. Je voulais juste sortir le plus vite possible. J'ai sauté, je suis arrivé brutalement au sol, et je ne crois pas que mon postérieur ait touché le toboggan une seconde. Je n'ai pas glissé, j'ai couru. Il criait « Sortez, sortez !» Alors j'ai couru hors de l'avion. Que s'était-il passé? Je suis arrivé au sol et je me suis mis à pleurer. Une fois sorti de l'avion et évacué, on veut savoir ce qui s'est passé. Robert Pichet et Dirk de Jager ont effectué le plus long vol plané de l'histoire de l'aviation commerciale. Alors que la nouvelle de leur incroyable exploit se répand dans le monde, ils deviennent des héros malgré eux. On ne pense à rien d'autre qu'à la sécurité des passagers. C'est notre principale mission. Et comme nous n'avions plus de réacteurs, notre mission consistait à atterrir en sécurité. Alors j'imagine qu'à ce moment-là, l'expérience prend le dessus. Et avec l'aide de mon collègue, nous avons pu atterrir en toute sécurité. Nous sommes formés pour le pire, mais on ne sait jamais comment on va réagir dans ce genre de situation. Avec le recul, je pense que nous nous sommes comportés de la façon la plus professionnelle que nous le pouvions. Un sentiment de reconnaissance en voyant tous les passagers sains et saufs. Lorsque quelque chose comme ça se produit, on ignore ce qui va se passer. On commence par ne pas y croire. C'est inconcevable qu'un énorme jet se retrouve sans réacteur avec 300 personnes à bord. Mais bien que l'histoire se soit terminée par un succès, de troublantes interrogations demeurent. Comment un avion de ligne de haut niveau s'est-il retrouvé à court de carburant? Qu'est-il arrivé exactement au vol 236? Loin des caméras, une enquête menée par les autorités portugaises, canadiennes et françaises est immédiatement ouverte. Les premières vérifications confirment que les réservoirs de l'avion étaient réellement vides. Mais la perte de 17 tonnes de carburant en si peu de temps signifie qu'il y avait une grave fuite. Où se trouvait-elle? Les ingénieurs qui ont examiné le circuit d'alimentation en carburant ont cherché des défauts dans les réservoirs et les conduites et n'ont pas mis longtemps à trouver ce qu'ils cherchaient, juste derrière le moteur droit. En l'occurrence, il y avait une conduite hydraulique relativement petite par rapport aux autres. Et cette conduite, sous l'effet des pulsations du circuit hydraulique, frottait contre une conduite plus importante, qui a fini par avoir une fuite. Et le trou a entraîné une rupture de la conduite, permettant à une énorme quantité de carburant de s'écouler hors du moteur. Les enquêteurs commencent alors à compulser les dossiers de maintenance d'Air Transat. Ils découvrent que le 19 août, soit 5 jours avant le vol,
Air Transat a démonté le réacteur droit pour procéder à son entretien et a installé à la place un réacteur de remplacement envoyé par Rolls-Royce. Mais en consultant les carnets de maintenance du moteur, il découvre une faute inadmissible. Il ne s'agit pas d'une erreur de conception, mais d'une erreur de maintenance. Rolls-Royce a fourni les réacteurs sans les raccords de la pompe hydraulique. Pour pallier à cette absence, les mécaniciens d'Air Transat ont utilisé des pièces prises sur un ancien réacteur. Mais elles ne correspondaient pas parfaitement et les conduites ont frotté l'une contre l'autre pendant 5 jours, jusqu'à ce que l'une d'entre elles se rompe en plein milieu de l'Atlantique. Le réacteur avait été livré sans ces 2 conduites, ni la patte de fixation, patte qui servait à maintenir l'écart. Or, en prenant la patte de fixation d'un ancien réacteur pour la placer sur le nouveau réacteur, ces conduites se sont retrouvées fixées ensemble et ont sans doute frotté l'une contre l'autre. En interrogeant les mécaniciens d'Air Transat, les enquêteurs découvrent d'autres preuves de négligence. Le chef mécanicien certifie s'être inquiété de la substitution d'un système d'assemblage par un autre. 5 jours avant l'accident, il a fait part de ses craintes à ses supérieurs. Mais la compagnie a décidé que l'avion devait reprendre son service sans attendre les pièces manquantes. Il devait opérer le remplacement. Les pièces utilisées ne diffèrent des pièces adéquates que de quelques millimètres. Mais cette différence a failli coûter la vie à 306 personnes. Quelques jours après l'accident, Air Transat se déclare publiquement responsable d'une erreur de maintenance. Une petite erreur a été commise lorsque la pompe a été remplacée. Certains tuyaux devaient être branchés sur la pompe et ils ne correspondaient pas. La première conséquence pour Air Transat a été de payer une amende d'1 million de dollars, ce qui est l'amende la plus importante jamais payée au Canada, pour une erreur qui aurait pu être évitée. Comment un individu censé être qualifié peut-il installer dans un moteur une pièce inadéquate et mettre en danger la vie de 300 personnes? Ça me dépasse. Cet incident nous rappelle que les contrôles sont indispensables et que la sécurité est primordiale. Et que dans le cas contraire, des vies peuvent être perdues. Je parle de vies concrètes, il ne s'agit pas de 300 vies virtuelles. Ces personnes existent et elles ont souffert et continuent à souffrir. Et sinon, ce sont nos familles qui auraient souffert. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin s'en faut. Les enquêteurs s'intéressent désormais au cockpit. Et au rôle qu'ont joué les pilotes dans les événements du 24 août. Aurait-il pu agir différemment pour éviter la catastrophe? Des questions clés demeurent sans réponse. Que s'est-il passé dans le cockpit? L'enquête des autorités canadiennes sur le vol 236 d'Air Transat a révélé qu'une erreur basique d'entretien avait provoqué une fuite de carburant. Air Transat a reconnu sa responsabilité et a dû payer une lourde amende. Mais l'attention se porte maintenant sur le poste de pilotage et le comportement des pilotes. Quel rôle ont-ils tenu dans la perte de kérosène? En ouvrant la vanne de transcommunication pour transférer le carburant du réservoir de gauche dans celui de droite, les pilotes ont perdu 17 tonnes de kérosène en moins de 30 minutes. Et pourtant, ils n'ont pas refermé la vanne pour éviter une perte plus importante. Nous avons perdu nos 2 réacteurs par manque de carburant. Nous planons. Dans les jours qui suivent l'accident, le commandant Pichet et Dirk de Jager sont convoqués devant la commission d'enquête et interrogés en détail sur leurs décisions et leurs agissements. Plus de 2 ans après, les conclusions ne sont toujours pas publiées.
Ce qui suit sont des explications probables des événements qui se sont déroulés cette nuit-là, basées sur les informations connues et l'avis de spécialistes. Basse température et haute pression d'huile sur le numéro 2. Les signaux haute pression d'huile et basse température d'huile du réacteur numéro 2 ne pouvaient pas amener les pilotes à suspecter qu'une importante fuite de carburant s'était déclarée. Les indications données concernant le circuit d'huile ne pouvaient sans doute fournir aucune information aux pilotes. Ils se sont certainement demandé ce qui provoquait de telles indications. Mais rien, à mon avis, en tout cas rien dans leur formation ne pouvait les inciter à penser que le circuit de carburant était concerné. J'ai un problème d'ordinateur. Mais bien que les pilotes suspectent une erreur d'ordinateur, les signaux d'huile sont corrects et constituent la première indication d'un problème beaucoup plus grave. Le signal de déséquilibre du carburant. J'avais jamais vu ça. Lorsque le signal de déséquilibre du carburant se manifeste 20 minutes plus tard, il n'a apparemment aucune relation avec les signaux d'huile, ce qui a dû conforter le commandant Pichet dans son idée qu'il y avait une série d'erreurs informatiques. Ne pas appliquer la procédure si une fuite de carburant est suspectée. Malgré ses doutes, le commandant Pichet était obligé de suivre la procédure. Il a donc ouvert la vanne d'intercommunication. Vanne d'intercommunication ouverte. Mais fallait-il se contenter de suivre la checklist? On ne peut pas se contenter de pousser des boutons et de penser que tout va s'arranger après. Genre, une fois la checklist effectuée, je reste là comme un benet. Ce n'est jamais le cas. Vous vous demandez ensuite, est-ce correct? Avons-nous fait les bons pointages? Avons-nous les résultats nécessaires? Après avoir constaté l'importance de la consommation de carburant, les pilotes auraient dû suspecter une fuite. Transat 236, nous déclarons une panne de kérosène. Dès l'instant où la fuite était confirmée, ils avaient très peu de marge de manœuvre. Ils n'avaient que deux possibilités. Fermer la vanne d'intercommunication ou bien la laisser ouverte comme le conseillait la checklist et voir si la situation se corrigeait d'elle-même. Les pilotes ne savaient pas trop. Le commandant Pichet a longtemps cru qu'il avait affaire à un problème d'ordinateur. C'est seulement quand les réacteurs se sont arrêtés qu'il a dû accepter le fait qu'il y avait réellement une fuite de carburant. La complexité technologique des avions modernes permet de les rendre plus sûrs et plus fiables. Mais elle peut aussi engendrer les problèmes qui ont été à deux doigts d'entraîner la perte du vol 236 d'Air Transat. Le remplacement abusif de certaines pièces a entraîné une fuite de kérosène. Le manque de confiance dans les ordinateurs a poussé les pilotes à sous-estimer la situation. Ces deux erreurs combinées ont eu de graves implications. C'est uniquement parce que les contrôleurs aériens ont envoyé l'avion 60 000 au sud de sa route initiale qu'il s'est retrouvé à proximité des Açores lorsque la crise a éclaté. Sinon, il aurait dû amérir de force. Les conclusions de l'enquête ne sont toujours pas publiées. Airbus accuse les pilotes d'avoir mal géré la fuite de carburant. Robert Pichet et Dirk de Jager continuent à voler sur Air Transat. En août 2002, ils ont reçu l'une des plus hautes récompenses de l'association des pilotes pour avoir effectué le plus long vol plané de l'histoire de l'aviation commerciale. Après l'accident, Airbus a modifié sa checklist dans le cas de déséquilibrage de carburant. Dorénavant, l'ordinateur compare tous les niveaux de kérosène avec le plan de vol et donne des indications claires si une quantité supérieure à celle que les réacteurs ne consomment pas a disparu. Rolls-Royce a publié une note de service informant tous ses clients de l'incompatibilité entre deux pièces apparemment semblables. Quelles qu'aient été les circonstances, la pression qu'il subissait était monstrueuse. Il a réussi à faire atterrir l'avion en se contentant d'éclater 8 ou 12 pneus. Et il a sauvé 300 personnes. Il a sauvé 300 vies humaines.
Le commandant Pichet nous a sauvé la vie. Et qu'il ait commis ou non des erreurs quant à la fiabilité de l'ordinateur, cela n'a aucune importance, car nous sommes en vie. Est-il un héros? Non. Est-il un sacré bon pilote? Oui. Dieu merci, les Açores étaient là et nous ont sauvé la vie. Mais si cette pompe s'était cassée 5 minutes plus tôt, nous aurions terminé dans l'eau. Et je ne serais pas là en train de vous raconter cette histoire.